Bonjour à tous et bienvenue sur cette plateforme de webinaire pour cette information sur le télétravail en période un peu particulière puisque c'est en période d'épidémie et même de pandémie de coronavirus. Donc, je me présente, je m'appelle Sandrine Grimbert, je suis ergonome à Horizon Santé Travail et aujourd'hui je vais animer cette information avec le docteur Joly. Docteur Joly? Voilà, je suis le docteur Jacques Joly et je suis médecin du travail à Horizon Santé Travail avec Sandrine Grimbert. Donc aujourd'hui, nous allons donc vous parler d'un certain nombre de choses. Nous allons commencer par introduire un petit peu le sujet, évidemment, vous présenter quelques généralités sur le télétravail. Ensuite, vous donner des éléments sur l'organisation, le management, comment vous pouvez faire en sorte que les choses soient le plus fluides possible pour votre entreprise. Puis, on va vous donner aussi quelques pistes d'aménagement que vous pourriez diffuser pour vos salariés, en fait, pour qu'ils puissent agencer leur télétravail à domicile de façon le plus simplement possible et le plus confortablement possible. Et puis, on va conclure, bien entendu. Donc, on va commencer. Juste pour retracer un petit peu les choses. Nous sommes donc dans une situation d'épidémie et de pandémie déjà depuis plusieurs mois. Le 17 mars, en fait, en France, le gouvernement a pris des mesures pour que on soit tous confinés chez nous et l'ensemble de la population s'est retrouvée un petit peu du jour au lendemain à travailler chez soi quand c'est possible ou effectivement à ne plus travailler et à attendre que l'on déconfine. Aujourd'hui, donc, on va vous parler de comment on a pu gérer et comment on doit continuer à gérer le fait de travailler chez soi. À partir du 11 mai, on a commencé pour un certain nombre de régions à déconfiner les gens et à reprendre une activité présentielle physique sur certains sites, ce qui est relativement compliqué. Et il faut savoir quand même que ce qui a été demandé, c'est que le télétravail reste la norme. Il est vivement conseillé de rester encore quelque temps en télétravail. Donc la situation aujourd'hui fait que le télétravail qui jusqu'à présent était quelque chose de très anecdotique dans la plupart des sociétés est devenu une norme et il va falloir effectivement faire avec. Pour information, lors du déconfinement, il y a le ministère du Travail qui a édité un certain nombre de guides, de fiches de prévention, et on vous a mis le lien en fait sur la présentation pour que vous puissiez avoir accès au guide le plus approprié pour votre métier. Jacques, quelques généralités ? Alors, quelques généralités sur le télétravail. Vous savez qu'en France, tout finit par des chansons, tout commence par des chansons, mais également tout commence par des lois. Et donc, le télétravail était introduit dans le Code du travail et dans son article 1222-9 par la loi du 22 mars 2012. Alors, le télétravail est défini comme une forme d'organisation dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié en dehors de ses locaux. Alors, on a tendance, à ces périodes de confinement et de déconfinement, à assimiler un peu rapidement le télétravail et le travail à domicile, mais c'est réducteur parce que on peut travailler d'un hôtel, on peut travailler dans un train, on peut travailler dans un aéroport. Le texte précise également, l'article 1222-9 du Code du travail précise également qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de menace d'épidémie ou de force majeure, la mise en œuvre du télétravail est considérée comme un aménagement du poste de travail. La loi du 22 mars 2012 a été modifiée par l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui est dite ordonnance Macron, qui assouplit le Code du travail pour favoriser l'accès au télétravail.
la diapositive suivante. Alors, dans ce télétravail, il y a des aspects bénéfiques. Dans les circonstances habituelles, c'est-à-dire que hors période d'épidémie, hors période de confinement, hors période de déconfinement, c'est-à-dire que lorsque le télétravail est négocié, accepté sur la base du volontariat, avec des objectifs réadaptés, il est plutôt bien ressenti et bien perçu par le salarié. Dans une enquête qui avait été faite par Malakoff-Médéric en 2018, 81% des salariés se disaient en meilleure santé et 78% se disaient plus épanouis. Ce qui était quand même plutôt positif. Par ailleurs, 90% disaient avoir une meilleure autonomie et 87% une plus grande efficacité. Donc, on voit bien que dans l'enquête, environ 8 à 9 salariés sur 10 ont une vision très positive de ce télétravail. Alors, les choses sont bien connues. Hein. D'abord, il y a un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. On a plus de temps passé avec sa famille. On a plus de temps réservé à sa vie personnelle. On peut un peu préparer les événements au quotidien, à condition effectivement qu'il y ait une préparation de toutes les parties intéressées, et le salarié et la famille, une préparation en amont et bien en amont. Par ailleurs, la réduction de transport, c'est important, le stress diminue, la fatigue diminue, surtout on évite les problèmes liés aux grèves, aux intempéries, voire aux deux combinés. Donc, c'est très positif. D'autre part, le travail à domicile permet d'effectuer une tâche tout en ayant un handicap ou une maladie. Donc, il n'y a rien que du positif. Et enfin, un troisième aspect bénéfique, c'est la flexibilité des horaires. Il y a plus de latitude pour gérer son temps de travail en fonction de ses impératifs domestiques. Mais qui dit flexibilité des horaires veut dire parfois trop de flexibilité, voire trop d'extensibilité. Alors, ces aspects bénéfiques, ils existent également pour l'employeur, avec la réduction du risque routier, la diminution des déplacements, les économies qui sont réalisées sur ces frais de déplacement ou sur le coût de l'immobilier. Et puis, ça donne malgré tout une bonne image de l'entreprise, une image d'une entreprise moderne, ouverte, jeune, qui renforce son pouvoir d'attraction et qui, dans une période où les gens sont assez peu attachés à leur entreprise, qui a tendance à les fidéliser. Et puis, ça permet également d'accroître la flexibilité des activités et des services. Diapositive suivante. Alors, tout ceci ne doit pas nous faire oublier que nous sommes dans une situation exceptionnelle avec un télétravail qui a été subi, voire imposé, qui s'est introduit dans notre sphère privée, et tous ces avantages dont on vient de parler, qui étaient en corrélation avec une démarche organisationnelle globale, qui était basée sur le volontariat de l'entreprise et des salariés, sur la négociation. Tout ça n'existe pas dans le cas qui nous importe actuellement. Il n'y a pas eu de volonté initiale de télétravail, ni des employeurs, ni des salariés. Il n'y a pas eu ou peu de concertation préalable. Il n'y a pas eu de phase de test organisationnel. Et les gens se sont retrouvés du jour au lendemain, hein, c'est le cas de le dire, chez eux, avec leur matériel informatique, ou pas d'ailleurs, avec un matériel qui était obsolète, avec parfois des difficultés techniques, avec des réseaux un petit peu défaillants, avec un soutien technique à distance qui n'était pas complètement adéquat. Et donc, le tout a pu engendrer un stress accru pour la famille et pour le salarié et pour sa gestion familiale de son environnement. Donc, on s'est retrouvé dans un cas un peu de contraintes subies, un peu brutales, dans lequel rien n'avait été décidé et où les gens se sont retrouvés du jour au lendemain dans des
avec des problèmes organisationnels qu'ils n'avaient pas appréhendés. Le suivant. Alors, on a parlé tout à l'heure des bénéfices à télétravailler, des bénéfices au niveau de la vie privée, des bénéfices au niveau de ses horaires, de ses diminutions de transport, mais on l'a vu à la fin de la période de confinement, les choses ne sont pas si simples. Et le fait de se retrouver dans ces conditions un petit peu exceptionnelles a pu générer des conflits. Et des risques. Alors, les risques qu'on peut évoquer, c'est essentiellement les conflits entre la vie professionnelle et la vie privée, avec un équilibre travail-famille qui peut être fragile. Cet équilibre non préparé, avec des gens qui travaillent dans un espace plutôt restreint, avec parfois le salarié et son conjoint, qui sont tous les deux en télétravail, dans des espaces non aménagés. Tout ça peut créer des problèmes de tension, voire révéler des conflits qui étaient latents ou exacerber des conflits existants. Deuxièmement, si on met de côté le problème du solitaire, surtout en région parisienne, ils sont quand même assez nombreux, les salariés se sont retrouvés en isolement social. Quand on fait un petit peu des études et qu'on se penche sur le sujet, on s'aperçoit qu'un télétravailleur sur 10 n'a aucun contact quotidien avec ses collègues. Et que près de 30% des salariés n'ont qu'un seul contact par jour. Donc, cet isolement social, cette perte du lien social, est une chose importante qui fait que, surtout quand on a des problèmes informatiques, quand on est en difficulté au plan technique, c'est un problème qui peut devenir relativement rapidement aigu. Par ailleurs, l'information est un problème parce que, et vous le savez bien, quand on est dans une entreprise, on dit toujours que l'information, c'est les autres qui la détiennent et on dit toujours, oui, mais monsieur X, c'est lui qui détient l'information, il fait de la rétention d'information. Donc, on se trouve dans une situation où les gens sont en défaut d'information ou parfois ont trop d'informations. Ils ont de l'information réelle, ils ont des fausses informations et dans un climat d'incertitude et sur l'emploi et sur la santé et sur la durée de confinement et sur les évolutions et sur les risques de chômage, tout ça entraîne un stress chez le télétravailleur. On a parlé du burn-out, qui est lié à la gestion du temps et à la difficulté de scinder sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Le stress, ce burn-out est lié au stress qui est augmenté, notamment si le salarié est confronté seul à des problèmes ou à des questionnements sans recours possible, avec des objectifs qui n'ont pas été réadaptés ou redéfinis dans une période de difficulté et surtout sanitaire, avec des horaires qui sont parfois flexibles, des horaires décalés. Les gens ont tendance à travailler trop, parfois n'importe quand. Et je ne vais pas dire n'importe comment, mais c'est un petit peu ça le problème. Par ailleurs, vous avez également des individus qui, seuls devant leur écran, ont du mal à se motiver. Ils ont besoin du lien professionnel, ils ont besoin de voir leurs collègues le matin. Avant, ils avaient besoin de leur faire la bise, ils ont besoin de leur serrer la main, ils ne peuvent plus le faire, mais ils ont besoin de les voir afin de ils ont besoin d'eux en cas de problème. Et dans ces périodes de confinement, effectivement, ils ont plus ce lien social et ça, c'est un véritable problème. Alors,
D'autres risques à évoquer, on en a un petit peu parlé, c'est la contrainte du confinement, la perte des contacts sociaux, la perte de contacts amicaux, la perte des contacts familiaux, des perturbations au sein du foyer. On a parlé des disputes, des violences, des addictions. J'ai lu dans un magazine la semaine dernière, alors je ne sais pas si c'était complètement vrai, que 10% des gens allaient se séparer à la suite de la période de confinement. Tout ceci révèle plutôt des tensions au sein du couple, avec des gens qui sont obligés de se côtoyer 24 heures sur 24, ce qui n'est pas toujours finalement la bonne solution pour un couple harmonieux. Alors, il y a des problèmes de relations au sein du couple, il y a des problèmes liés à l'angoisse de mort ou l'angoisse de maladie, pour soi-même ou pour ses proches, avec depuis le début de la pandémie, des comment dirais-je des nouvelles qui changent tous les jours sur le Covid-19. Ce qui est vrai un jour n'est plus le lendemain, donc ce qui crée une espèce d'incertitude permanente sur l'évolution de la maladie. Et puis maintenant, il y a l'angoisse économique. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on a l'impression qu'on a passé le cap de l'angoisse sanitaire pour basculer maintenant dans l'angoisse économique. Quel avenir pour mon entreprise? D'abord, quel avenir pour moi-même? Quel avenir pour mon entreprise? Quel avenir pour mon conjoint? On parle de faillite, on parle de chômage de masse, malgré les soutiens du gouvernement pour les entreprises. Donc tout ça crée un climat entre l'angoisse sanitaire, entre l'angoisse économique, plus les problèmes conjugaux. Le tout donne un contexte un petit peu détonnant. Alors, pour l'entreprise aussi, il y a des risques. Il y a le contrôle des conditions de travail. Difficile effectivement de contrôler les conditions de travail de ces employés qui se retrouvent chez eux dans des conditions ergonomiques qui ne sont pas les meilleures. Le travail managérial est également compliqué entre la gestion et le soutien. Comment assurer une bonne supervision du travail pour des managers qui n'ont pas été formés au télétravail. Ensuite, la communication interne de l'entreprise est difficile. Elle est parfois tronquée, elle est parfois variable, elle est parfois incertaine. Et le tout combiné, finalement, fait que le télétravailleur, isolé face à tout un tas d'incertitudes, voit son lien social diminuer, il peut y avoir un risque de baisse de l'esprit d'équipe, une baisse de la perception d'appartenance au collectif. Donc, une diminution de l'engagement, en fait. Une diminution de l'engagement de l'individu dans l'esprit d'équipe. Et c'est pour ça que ceci me rappelle qu'autrefois, avant le confinement, certaines entreprises étaient contre le télétravail, souvent parce qu'elles avaient l'impression que à distance, cet engagement, cette appartenance au collectif était en diminution et qu'il y avait une nécessité d'avoir des relations régulières au sein de l'entreprise pour justement conforter cet esprit d'équipe. Bon, effectivement, quand on fait le bilan, cette situation a été très particulière et le télétravail qui nous a été imposé aujourd'hui a fait que beaucoup de points
doivent être améliorées et peuvent être améliorées. Donc c'est le moment ou jamais, puisque aujourd'hui ce télétravail devient un peu plus une norme, de surmonter effectivement ces doutes, une fois qu'on les a identifiés. Hein, ils sont là, ils sont bien présents. Il faut arriver à en faire quelque chose de plus positif. C'est le moment où on doit commencer à repenser une organisation, repenser une façon de concevoir le travail en intégrant, mais de façon plus structurée, le télétravail à notre fonctionnement d'entreprise. Donc, quelques éléments de réflexion sur l'organisation. Effectivement, l'isolement du travailleur, le docteur Joly l'a bien dit, c'est un gros souci. Principalement parce qu'en plus, le télétravail qui a été mis en place là de façon rapide, brutale, était total. Donc, il n'y avait pas de temps de présence en entreprise, pas d'échange physique avec les équipes. Et aujourd'hui, la mise en place du déconfinement et des gestes barrières, ça reste compliqué pour les gens de se projeter dans une ambiance d'équipe par rapport à ça. Donc, il va falloir effectivement avoir une communication avec les salariés, avec les travailleurs, de façon régulière pour voir un petit peu comment ils se positionnent par rapport à ça. C'est très important qu'un travailleur ne soit pas isolé. Même à distance aujourd'hui, et on l'a bien vu, il y a des moyens pour qu'un télétravailleur ne soit plus tout seul face à son écran. Donc, au minimum, une fois par semaine, il faut qu'il y ait un contact avec la hiérarchie, qu'on sache un petit peu où on va, quels sont les objectifs, comment ça a fonctionné, s'il y a eu des difficultés, qu'il y ait aussi une possibilité pour le télétravailleur d'effectuer un retour sur son activité. Il faut aussi maintenir ce lien avec les collègues. Donc, vous avez 1001 plateformes, je vous les citerai pas tous, mais on a Zoom, Meet, on a des Skype, on a des WhatsApp, on a tout ça qu'il faut absolument diffuser, encourager, créer de la communication informelle, recréer le lien pour que les activités en fait de ce télétravailleur ne se limitent pas à une interaction avec un écran. Ensuite, il y a une autre problématique qu'il va falloir prendre en compte dans l'organisation du travail de façon globale de l'entreprise, c'est la gestion du temps. Très honnêtement, votre télétravailleur, il est chez lui, il peut être tout seul. Très bien, tout seul dans son coin. Bon, là, on a un gros problème d'isolement, mais à la rigueur, sur son temps, vie privée, vie professionnelle, c'est plus facile pour lui d'envisager des plages de contact, etc. Mais beaucoup ne sont pas seuls. S'il y a un ordinateur dans la famille et que ce même ordinateur doit servir au télétravail de monsieur, au télétravail de madame, plus l'accès aux devoirs du petit dernier, il va falloir effectivement répartir un petit peu tout ça et votre organisation, vous, en tant qu'employeur, en tant que manager, doit intégrer que votre salarié, à un moment, il a des contraintes aussi au domicile et que il va falloir jouer avec. Donc, les horaires, ce sera plus les mêmes. Les horaires de bureau, même si c'est ce qui est encouragé dans le télétravail classique, ce n'est pas un télétravail classique. Donc, les horaires, ce sera plus les mêmes. Idéalement, pour ne pas avoir cette interaction, cette interpénétration assez frustrante, vie privée, vie professionnelle, il faut en parler avec votre salarié et organiser les choses en proposant des heures de rendez-vous, en proposant des plages de disponibilité, des plages de travail, voir comment on peut mettre les choses en place. Chaque organisation va être un petit peu différente. Le plus compliqué, quelque part, aujourd'hui pour votre entreprise, c'est d'arriver à avoir cette flexibilité qui est quasi individuelle. Le salarié doit avoir les moyens, le temps
de répartir son temps entre les différentes tâches. Sincèrement, la plupart vont allonger leur temps de travail pour pouvoir en même temps garder une disponibilité pour leur temps privé en milieu. Je vais vous expliquer tout ça sur une slide, sur la prochaine slide. Vraiment, ce qu'il faut privilégier, c'est cette communication. Et ça, dans votre organisation, ça va être vraiment une chose importante. Il y a eu des études qui ont été faites sur le télétravail de façon classique. On n'a pas encore d'études sur le télétravail et confinement. Ce qui a été prouvé, c'est qu'un télétravailleur, en fait, avait tendance à répartir différemment son temps de travail par rapport à quelqu'un qui est au bureau. Comme vous pouvez voir sur le graphique, voilà, quelqu'un qui arrive au bureau, c'est du 9h-17h, il y a la voiture avant, la voiture après, une petite pause déjeuner entre midi et 1h. C'est très classique, très formel. Vous pouvez organiser facilement une réunion sur cet espace-là. Un télétravailleur, en temps normal, il a choisi un télétravail sur des jours particuliers pour pouvoir gagner en efficacité sur sa vie personnelle aussi. Donc, il s'épargne effectivement le temps de trajet, mais par contre, il a peut-être le besoin d'emmener le fameux petit dernier à l'école. Il a peut-être besoin aussi de faire 2-3 courses et les magasins sont fermés chez lui, passer une certaine heure ou ce genre de choses. Pendant le confinement, on a quand même observé que les magasins, ils n'avaient pas les mêmes horaires. Donc, si vous imposez à des gens de travailler de 9h à 17h, souvent le magasin qui a fermé à 16h, ils peuvent plus faire leurs courses. Donc, c'était relativement compliqué pour ça. Automatiquement, le télétravailleur a encore étendu ses plages horaires. Ça ne veut pas dire qu'il travaille tout le temps et qu'il va travailler 12 heures. Ça veut dire que je connais des gens qui se sont levés à 6h du matin pour être au bureau à 6h du matin parce qu'à midi, leur conjoint reprenait l'ordinateur pour pouvoir assurer la deuxième journée de travail, le couple fonctionnant avec les mêmes éléments informatiques. Et automatiquement, la personne, si votre salarié c'est celui du matin, vous devez organiser vos rendez-vous le matin. Si votre salarié c'est celui de l'après-midi, ce sera plutôt l'après-midi. L'activité va se gérer différemment. Et donc, c'est important d'en tenir compte. Le manager, il va aussi combler un certain déficit social. Comment vous expliquer? Là, en période de confinement, les gens étaient dans leur couple, dans leur cocon, dans leur famille, avec très peu de contact sur l'extérieur. Donc, le contact avec l'entreprise, il est très, très compliqué. Si vous n'amenez pas à votre salarié les éléments sur les projets en cours, sur les décisions qui sont prises, si vous lui emmenez pas, même que de façon très concrète, l'idée que le déconfinement, ce sera à telle période et ça va se procéder comme ça, il va falloir effectivement lui donner des informations qui vont le raccrocher à votre entreprise. Et ça, c'est important. Les objectifs. Parlons-en des objectifs et de la charge de travail. C'est un sujet un petit peu compliqué. Personne ne s'attendait à être dans cette situation et donc tout ce qui pouvait être de l'ordre de la négociation initiale, il n'y a pas. Donc à un moment, les objectifs, il va falloir les co-construire en temps réel avec votre salarié. Aujourd'hui, on peut pérenniser les choses. On peut commencer à avoir cette organisation de façon plus globale et ça va être plus simple. C'est le moment ou jamais d'avoir vraiment une communication sur ce que l'on peut faire et en combien de temps. Sur quelles sont les difficultés techniques qui s'instaurent. Si votre plateforme, donc aujourd'hui, on va essayer de faire en sorte que la plateforme soit la plus stable possible, mais si votre plateforme de travail, jusqu'à présent, n'était prévue que pour soutenir une dizaine de personnes en télétravail, tout d'un coup, il y en a eu 100,
automatiquement, il y a des moments où il y a eu des flottements, il y a des moments où pour taper un mot sur son clavier, votre salarié, il a passé 10 minutes et croyez-moi, ça l'a bien énervé. Son efficacité n'est pas la même. Comment il peut savoir, lui, si ça va lui être imputé ou pas? C'est à vous aussi de rassurer sur le sujet, de dire j'entends les difficultés techniques, j'entends que ça c'est compliqué même en plus sur la gestion vie privée. Voilà ce que je vais te demander en priorité. Il faut l'aider à hiérarchiser, à créer des objectifs en disant ça va être essentiel parce que c'est ce dont on a besoin en ce moment. Ça, si tu as le temps, tu peux le faire en plus. Il verra ensuite si c'est possible, si c'est pas possible, et l'aider à ne pas se sentir dans une incapacité à accomplir complètement sa tâche. L'aider à lui redonner effectivement un cadre assez bienveillant sur le sujet. La charge de travail doit vraiment faire partie d'une concertation. Il faut prendre en compte le stress parce que tout le monde n'a pas eu la même disponibilité d'esprit, surtout si dans la famille il y avait quelqu'un de malade ou s'ils ont eu des deuils à gérer. Les difficultés de plateforme, de connexion, la non-régulation implicite aussi des dossiers par le collectif. C'est vrai que si vous avez une difficulté au travail, d'habitude, on tape à la porte du collègue d'à côté en faisant « Dis donc, tu fais comment, toi, pour ce dossier tu n'avais pas déjà fait quelque chose chez eux? Tu les connais pas? Qu'est-ce que je peux faire ?» On a toujours cette régulation que le collectif met en place, qui n'est pas forcément formelle et qui, là, aujourd'hui, manque réellement. Comment un salarié qui est chez lui va savoir si son collègue est disponible pour échanger 5 minutes sur le sujet? Non. Donc, il va falloir revoir un petit peu comment on répartit les charges, comment on répartit les dossiers, et recréer effectivement des plateformes de communication internes. Donc, d'autres choses, je crois que Dr Joly. C'est à moi. Alors, il y a d'autres sources de stress à prévenir. Alors, on parle du contrôle et d'une perception de contrôle abusif. Alors, on sait que le contrôle est nécessaire, mais quand on parle de contrôle, ça a toujours une connotation un peu négative. Quand on pense contrôle, on pense flicage. Et quand on entend les salariés, on peut entendre ce genre de réflexion, on ne me fait pas confiance, avec tout ce que je fais pour l'entreprise, je compte pas mes heures. Et donc, ce contrôle, il est globalement, il est mal vécu. On a l'impression qu'on ne fait pas confiance aux salariés. Et je rappellerai le décret du 23 décembre 1981 qui appuie sur trois principes clés. Premièrement, en matière de contrôle, le salarié doit en être informé. Ce contrôle doit être légitimé par un motif valable et ne doit pas constituer une violation de la vie privée du salarié. Les informations recueillies par les systèmes de contrôle technique, le suivi des messages, le moment où j'ouvre mon ordinateur, le moment où je le ferme, le nombre de messages que j'envoie ne doivent pas être utilisés pour effectuer des contrôles d'activité du salarié. Et au demeurant, moi je voudrais insister sur la nécessité de créer un climat de confiance pour prévenir justement cette espèce de perception du contrôle comme une intrusion dans la vie privée. Créer un climat de confiance dans le cadre d'une pratique managériale bienveillante. Un manager bienveillant pour un climat de confiance. Ça veut dire avoir un contact régulier avec son salarié, respecter son droit à la déconnexion, adapter ses objectifs et son suivi aux conditions particulières de l'activité, définir des moyens de réunion virtuels et assurer une assistance informatique à distance. On crée, je ne veux pas dire un cocon ou une bulle,
dans laquelle le salarié doit se sentir le mieux possible, de façon à ce que toute intrusion, enfin, de l'entreprise dans sa sphère privée ne soit justement pas vue comme une intrusion, mais plutôt comme une connexion positive entre lui et l'entreprise. Ça, c'est le contrôle, une perception de contrôle abusif. Prévenir la violence externe. On a tous eu des échanges téléphoniques qui étaient tendus, qui étaient houleux, et dans des sorties anxieux, énervés, essorés, et on a besoin, et au travail, les collègues, les amis, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous aider, à évacuer tout le stress qui a été accumulé. Et au domicile, c'est difficile. Je ne parle pas des célibataires qui se retrouvent comme ça en proie avec leurs propres difficultés, sans personne à qui en parler. Je parle des familles pour lesquelles, effectivement, parfois c'est le seul exutoire, et l'exutoire familial, parfois, ça peut créer des problèmes. Le suivant. On va vous parler de quelques pistes d'aménagement pour vos salariés. Une fois qu'on a mis en place cette organisation bienveillante, ce management co-construit avec des objectifs, avec une charge adaptée, bon, qu'est-ce que votre salarié peut faire avec son télétravail à domicile en ayant effectivement des contraintes aussi du domicile? Une chose, la personne isolée, la personne toute seule, effectivement, c'est important de s'assurer que elle va pas non plus se jeter à corps perdu dans le travail et maintenir effectivement d'autres liens que les liens professionnels. Ce qui est important en fait dans la gestion du stress de quelqu'un, c'est cette balance entre la vie professionnelle et la vie privée, cette régulation qui doit se faire de façon la plus harmonieuse possible. Aujourd'hui, télétravail et vie de famille. Par contre, quand vous avez conjoint, enfants, plus ou moins en bas âge, vous pouvez aussi avoir des parents à domicile et de soutien de famille. Enfin, vous avez des situations de famille qui seront plus ou moins compliquées et qui vont être bien plus compliquées encore sur une période de Covid et de confinement ou déconfinement. Le fait d'être tout le temps ensemble, c'est compliqué. Le fait de devoir répartir les espaces, de devoir partager un espace contraint, c'est compliqué. Même aujourd'hui où on peut sortir plus facilement, enfin, c'est plus facile aujourd'hui, mais ça reste une idée que on n'a plus cette soupape de se rendre dans un autre lieu pour travailler. Comment concilier la vie, le travail avec des enfants, en sachant que ceux-ci, très souvent, n'ont pas repris l'école à 100%, que certaines écoles n'ont pas réouvert, que d'autres écoles ne réouvrent que sur des temps relativement partiels, et que donc, il va falloir gérer un petit peu tout ça. Il va falloir établir un planning. On garde des horaires de vie le plus normal possible, mais il va falloir établir un rythme de vie, un planning parental en fonction des contraintes de chacun. Ça va être un arrangement. C'est pas si simple à faire. Il faut aussi organiser les espaces. Il ne faut pas que une personne ait la sensation de devoir ne plus exister parce que l'autre travaille. Il faut absolument que chacun puisse trouver son endroit, sa possibilité de se recentrer. Surtout qu'on est quand même chez soi. Donc c'est important, la notion de nid. La solution pour vos salariés, ça reste la même que ce que je vous avais dit pour vous en tant qu'employeur, c'est le dialogue. Votre salarié doit se sentir suffisamment en confiance avec vous ou avec son manager pour pouvoir lui dire
là, en ce moment, je suis en difficulté parce que j'ai le gamin qui a besoin que je l'aide sur des tas de devoirs et l'apprentissage n'est pas fait. Et puis, du coup, sur ces heures-là, je peux pas. Et donc, il va falloir trouver des pistes, trouver des solutions, réorganiser le temps de travail. Surtout, indiquer à vos salariés qu'il faut aussi qu'ils gardent du temps pour eux. C'est important parce que quand vous commencez effectivement votre journée par la position salarié pour l'entreprise, puis ensuite vous attaquez la deuxième journée où vous faites instituteur pour votre enfant, le temps pour soi, ça devient un peu compliqué. Si vous arrivez déjà à avoir vos 6 heures de sommeil, on est plutôt pas mal. Donc, introduisez cette notion qu'il ne faut pas s'oublier, il faut continuer à garder du temps pour soi. Et puis en plus, si vous pouvez introduire la notion que on relativise, les choses vont s'améliorer, on va créer aujourd'hui un espace de télétravail moins tendu, moins contraint, où vous avez des possibilités de collaboration, d'autres plateformes qui se mettent en place. On va pouvoir effectivement réagencer un peu les choses. Donc, il faut relativiser. Ce que vous n'avez pas réussi à faire pendant le confinement, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir à le faire à partir de maintenant. On va vous donner d'autres moyens pour le faire. On va s'accorder d'autres temps. On va gérer les priorités différemment. Comment faire avec son conjoint? On répartit les tâches ménagères et la gestion des enfants. En tant que féministe convaincue, je tiens à vous dire qu'effectivement, la répartition des tâches ménagères, quand on est les deux à travailler, ça devient essentiel. On s'accorde le droit à des moments pour chacun. C'est pas parce que on est tous confinés plus ou moins dans des espaces restreints, c'est pas parce qu'on est tous en fait, même aujourd'hui où on est déconfinés, on est tous quand même beaucoup plus à domicile, qu'il faut pas avoir un moment, un espace à soi. On répartit les outils de bureautique autant que possible et on essaye de voir si on peut pas en avoir d'autres. Et oui, là, ça va comme la situation va devenir de plus en plus générale, il va falloir commencer à s'équiper. Donc, il faut voir si vous, en tant qu'employeur, vous avez la possibilité d'aider sur ces équipements. Et je ne parle pas simplement de mettre un ordinateur portable. Je vous parle de la totalité de l'agencement. C'est pas si simple. Pour info, il y a eu pendant le confinement un petit livre blanc pour parents confinés avec des petits trucs et astuces. Ça peut être intéressant de le diffuser. L'ergonomie physique du poste, l'environnement. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé chez soi avec un ordinateur ou pas. Et dans le meilleur des cas, donc un ordinateur, mais un peu sur les genoux, quoi. Tout le monde n'a pas un bureau. Faut pas se leurrer. Idéalement, c'est vrai que ce qui est recommandé dans le cadre du télétravail, quand on a pu le mettre en place de façon sereine, quand on a pu l'anticiper, c'est d'avoir une pièce dédiée au télétravail. Royal. En région parisienne, les espaces sont quand même relativement réduits. Est-ce que vos salariés ont réellement une pièce ou même un bout de bureau quelque part pour pouvoir télétravailler? C'est pas toujours le cas. Il faut permettre de recréer un espace qui est dédié au travail. Même si c'est dans le salon, même si c'est dans la cuisine, à un moment se dire qu'à ces horaires-là, cet espace, c'est un espace de travail. Ça devient psychologiquement important, mais pas seulement pour votre salarié, c'est aussi pour tout l'agencement familial autour. Il faut effectivement maintenir une frontière, même la plus tenue en fait, entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir adapter le reste.
le canapé, le lit, pour moi, je vous dis tout de suite, ce ne sont pas des espaces de travail adaptés. Ça ne peut pas. Je suis ergonome. Physiquement, je vous dis non. Ce n'est pas possible de travailler de façon continue. Hein. Si, occasionnellement, 5 minutes, un mail, ça ne me pose pas de problème, mais de façon continue sur un canapé ou sur un lit, même si on prétend que c'est plus confortable, ça ne l'est pas. La table de cuisine, régulièrement, celles-ci sont un tout petit peu rehaussées. La hauteur n'est pas du tout la même qu'un bureau. Ça ne me pose pas de problème en règle générale, mais là, on est sur du télétravail, sur du long terme, sur plusieurs jours. C'est du coup, il va y avoir des contraintes physiques très réelles. Il va falloir adapter la hauteur du siège, se recaler avec d'autres coussins. Il va falloir trouver d'autres solutions pour caler les pieds, bricoler un repose-pied avec ce qu'on a sous la main. Va falloir, quoique aujourd'hui on peut peut-être voir pour le faire livrer le repose-pied. Va falloir effectivement trouver un aménagement qui va être le plus confortable possible, comme si on était au bureau. Voilà l'aménagement idéal. Là, si vous arrivez à cette posture-là, avec ce monsieur qui a des angles à 90 partout, qui est bien calé au fond d'un siège, qui en plus doit avoir un dossier impeccable, c'est pas une chaise de cuisine, ça. Hein. Et bien là, vous aurez moins de soucis de troubles musculo-squelettiques qui vont apparaître dans les semaines et les mois à venir. Donc, l'une des choses qu'il faut leur indiquer, c'est déjà, on adapte un peu son espace de travail à sa morphologie. On essaye d'avoir la posture la plus confortable possible. On essaye de changer régulièrement de posture, a fortiori parce qu'on est chez soi et que du coup, on n'a pas les mêmes possibilités qu'au bureau de bien se positionner par rapport à son écran, par rapport à sa table de travail. Une des choses qui importe, c'est de régler les choses par rapport à soi. Donc, on s'assoit au fond d'un siège qu'on a trouvé le plus confortable possible. On essaye de voir si le dos est bien calé contre le dossier, sinon on se cale avec des coussins. On voit s'il est possible de régler la profondeur d'assise, ça c'est inexistant sur vos sièges au quotidien. Si vous avez une chaise de bureau, là oui, il faut le faire. On va régler au maximum la hauteur de l'assise par rapport au plan de travail. Donc, idéalement, on garde des angles à 90. Moi, je dis toujours, on se cale par rapport à ce qui travaille. On se cale donc par rapport aux mains et aux yeux. Vous êtes en télétravail, c'est sur un écran, c'est sur un ordinateur portable. Il faut absolument maintenir ce confort pour les zones de travail. On adapte effectivement le creux lombaire. On essaye de s'incliner un petit peu vers l'arrière pour pouvoir avoir les yeux qui arrivent à la bonne hauteur par rapport à votre écran. Ne jamais oublier qu'effectivement, les yeux doivent arriver sur le haut de l'écran, pas au milieu, sur le haut, juste pour pouvoir effectivement préserver les cervicales. Même s'ils ne disposent pas de tous ces réglages en fait à domicile, vos salariés doivent effectivement trouver des solutions avec des petits coussins, avec des boîtes à chaussures sous les ordinateurs portables, avec les moyens du bord. Et ensuite, on va voir qu'il est possible de les aider. Le poste informatique aujourd'hui, je pense que dans la grande majorité des cas, ce ne sera pas un ordinateur fixe à domicile, c'est un ordinateur portable. Sauf que l'ordinateur portable, c'est un outil qui a connecté l'écran et le clavier. Et donc, quand je travaille sur cet ordinateur portable, comme ils sont indissociables, je suis obligée d'être dans une posture contraignante, soit pour mes cervicales, soit pour mes épaules, soit pour mes bras, et très souvent pour les yeux. Donc,
à long terme, c'est pas quelque chose qu'il faut garder comme tel. Par contre, on peut réorganiser un petit peu les choses à domicile pour que l'ordinateur portable redevienne un outil très confortable plus de 2 heures d'affilée. Donc pour ça, c'est assez simple. C'est un clavier, une souris. Ça ne coûte pas une fortune, mais je vous garantis que c'est ce qui va permettre d'améliorer grandement l'agencement physique de vos salariés. Il suffit de déporter le clavier, le remettre dans une zone de confort pour les bras, de repousser du coup l'ordinateur portable et donc l'écran, le rehausser pour qu'il soit à la bonne hauteur, et automatiquement, on se retrouve dans une configuration qui sera beaucoup plus proche d'un ordinateur que vous pouvez fournir, vous, à vos salariés, comme étant la configuration normale dans vos bureaux. Donc, c'est vrai que c'est bien de fournir un ordinateur portable à un salarié, vous s'assurer qu'il en a un, mais les éléments déportés, les accessoires, clavier et souris, aujourd'hui, pour pérenniser la situation, c'est essentiel. Il est possible aussi, si vous le souhaitez, de rajouter ce qu'on appelle des rehausseurs d'écran. C'est plus confortable et plus facile à mettre en œuvre que, vous voyez, ma petite dame qui a mis tout un lot de livres pour que l'écran soit à la bonne hauteur. Prévoyez effectivement que pour certains salariés, le repose-pied, c'est quelque chose d'important. Ça permet vraiment de mieux se caler. Si vous avez la possibilité, parce qu'il faut aussi qu'il y ait la possibilité sur place, de fournir un siège de travail, c'est mieux. Maintenant, est-ce que tout le monde a la possibilité d'accueillir un siège de bureau à domicile? C'est pas si évident que ça. Quelques astuces pour vos salariés. Très souvent, leurs chaises ne vont pas disposer d'accoudoirs. Donc, la solution, c'est de repousser le clavier, la souris et l'ordinateur portable de façon à ce qu'on puisse positionner ses avant-bras, au moins la moitié des avant-bras sur le plan de travail. Il faut trouver la bonne association entre la chaise, la table pour avoir les épaules le plus relâchées quand on est en train de pianoter. Mettre un coussin dans le dos, voilà, les coussins là, effectivement, je suis pas pour d'habitude, mais à domicile, on n'a pas franchement le choix. Et peut-être que l'idée de travailler debout de temps en temps, si on a une petite console, un buffet un peu rehaussé, ça permet de changer de position et ça va nous préserver certaines vertèbres au minimum. Alors, les pauses. Le slogan est simple. Pour vous protéger, faites des pauses. Faites des pauses répétées. Faites des pauses courtes. Donc, faites des pauses courtes et répétées. Les pauses, ça sert à quoi? Ça sert premièrement à relaxer son cerveau. Ça sert à relaxer ses yeux. Ça sert à relaxer ses muscles et ses articulations. On ne compte plus le nombre de lombalgies qu'on a découvert depuis le télétravail. Hein. Donc, il faut se lever, il faut marcher, il faut changer d'activité. Donc, un seul mot, faites des pauses, changez de lieu de travail, faites aérer votre cerveau, faites fonctionner vos muscles, faites fonctionner vos articulations. Suivant. Conclure. Alors, pour conclure, moi, effectivement, la situation actuelle est stressante. Alors, même si elle est stressante sur plusieurs plans. Au plan sanitaire, elle a été stressante et on a l'impression maintenant que elle l'est un petit peu moins. Alors, on a passé de la grippette à la grippe, de la grippette à la grippe à l'épidémie, puis à la pandémie, avec des informations sanitaires qui changeaient du jour au lendemain, voire du matin au soir, voire d'une heure à l'autre.
avec l'énumération à 19h30 du nombre de morts, du nombre de malades en réanimation. Donc tout ça, sanitairement, ça crée un stress qui est quand même bien ancré. Et même si avec la période de déconfinement, on a l'impression que les gens vont retrouver des habitudes un petit peu plus festives. Je pense que un certain nombre d'habitudes vont être nouvelles, vont être créées par toutes ces informations sanitaires. Et puis, elle est stressante au plan social. Les gens se sont isolés, ils ont perdu le lien social dans leur entreprise, ils ont perdu des liens avec leur famille, ils ont perdu des liens avec leurs amis. Donc, le stress, il existe aussi à ce niveau-là. Et puis, cette situation, elle est stressante au plan économique. On est passé du télétravail au chômage partiel et peut-être pour certains au chômage total. On parle de chômage de masse, on parle de dépôt de bilan, on parle de faillite, de liquidation judiciaire. Donc, quand vous associez le stress sanitaire, le stress social et le stress économique, on peut dire que la situation est stressante. Alors, il faut maintenir dans ces situations-là, il faut maintenir un contact régulier avec vos collaborateurs et tenir compte au cas par cas de situations de vos collaborateurs que vous connaissez bien, de vos collaborateurs que vous connaissez bien. Vous connaissez vos collaborateurs fragiles, vous connaissez aussi vos collaborateurs qui ont des handicaps ou des problèmes de santé. Vous connaissez peut-être un petit peu moins ceux qui ont des conduites addictives. Donc, c'est des situations particulières que vous devez évaluer au cas par cas. Et si vous avez des difficultés avec certains de vos salariés, n'hésitez pas à prendre contact avec vos médecins du travail pour échanger avec eux sur ces situations. Donc, un stress global pour tous, plus ou moins bien vécu, plus ou moins bien assimilé. On sait que le déconfinement va permettre d'améliorer un petit peu les choses, mais on sait que encore pour 15 jours, une quinzaine de jours, voire 3 semaines, les gens vont rester en télétravail. Mais surtout, pensez aux liens réguliers avec vos collaborateurs et pensez à certains de vos collaborateurs qui sont plus fragiles que d'autres et pour lesquels vous devez avoir des yeux de chimène. Et puis, pensez à vos médecins de travail qui sont là pour vous aider dans ces situations. Voilà. Le télétravail doit aussi faire l'objet d'une évaluation des risques professionnels et être intégré à votre document unique. Et ça, c'est important. Moi, je voulais juste revenir aussi sur un petit point. Vous avez certains de vos collaborateurs qui sont en situation de handicap pour lesquels vous avez déjà probablement fait des aménagements de poste sur les sites. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec leur ordinateur portable sur les genoux à domicile. Évidemment, l'aménagement de poste à ce moment-là, c'était compliqué. Il faut savoir que la GFIP a mis en place des aides exceptionnelles. Si le télétravail n'avait pas été mis en place au départ pour ce salarié et que là, il est mis en place dans ce cadre-là, il est possible effectivement d'avoir des aides pour aménager son espace de travail à domicile. Donc, n'hésitez pas à échanger avec nous sur le sujet. Je sais que cette présentation vous a montré donc des points de vue bénéfiques, mais aussi beaucoup de choses très stressantes sur le télétravail, mais c'est plus dans une optique on connaît les problèmes, on sait comment on peut les gérer, et aujourd'hui, il va falloir qu'on travaille ensemble pour les gérer. Donc, la construction avec vos salariés et avec votre équipe de santé au travail, de bonnes règles, de bonne organisation, de bons aménagements de ce télétravail, ça va vous permettre effectivement de voir les choses avec une plus grande sérénité pour une meilleure reprise de l'activité de votre entreprise. Sur ce, je vais vous laisser. Ah oui, juste une petite chose. En fin de document, vous avez quelques références qui nous ont servi à élaborer ce webinaire. Et puis, j'espère que vous aurez appris 2-3 choses ou qu'en tout cas,
Vous savez que on reste à votre disposition si vous avez des questions à nous poser et que vous pouvez joindre vos équipes locales pour intervenir chez vous. Quelques questions? Tout le monde a tout compris et tout assimilé. Visiblement. Visiblement, c'est l'unanimité. Bonne journée à tous et merci d'avoir suivi ce webinaire. Bonne journée à vous.